13h30 sur CNews, soyez les bienvenus, nous sommes toujours avec nos invités Nadia Ramassani, Marie-Laure Harel et Christine Kelly. Voici les titres qui font l'actualité de ce vendredi, avec un chiffre tout d'abord, 795 kilos, c'est la quantité de viande avariée en provenance d'un abattoir polonais qui tuait des bovins malades, qui a été retrouvé en France. Et Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, qui l'a annoncé ce matin, Jean-Pierre Elkabbach, sur CNews. Nous y reviendrons bien évidemment avec nos invités. Et puis à la veille d'une 12e journée de manifestation, le Conseil d'État a tranché. L'utilisation du LBD, ce lanceur de balles de défense, ne sera pas suspendue. Manifestants et défenseurs de droits avaient réclamé son interdiction, en particulier les jours de manifestation. Nous allons retrouver dans un instant Antoine Besson devant le Conseil d'État. Tout de suite. Et certaines villes s'attendent déjà au pire. C'est le cas à Valence, dans la Drôme. Les autorités attendent jusqu'à 10 000 manifestants pour éviter tout débordement. La mairie a déjà fait retirer son mobilier urbain. Nous retrouverons à Valence dans un instant Sébastien Bendotti. A tout de suite, Sébastien. Et puis enfin, depuis la mort en 2009 de Maurice Jarre, il était le plus célèbre compositeur français de musique de film. Les obsèques de Michel Legrand se sont déroulées en la cathédrale orthodoxe de Paris. Brigitte Macron et Franck Riester y ont assisté. Nous retrouverons dans un instant sur place Olivier Benkemoun. 795 kilos, c'est donc la quantité de viande avariée en provenance d'un abattoir polonais qui a été retrouvé en France. Cet abattoir tuait des bovins malades. Je vous propose tout de suite d'écouter le ministre de l'Agriculture. Il était l'invité ce matin de Jean-Pierre Elkabbach sur CNews. C'est 9 entreprises, 795 kilos. C'est une fraude terrible, une fraude économique, une fraude sanitaire. Nous avons appris ça avant-hier soir. Nous avons mis toutes nos équipes de la DGL, Direction Générale de l'Alimentation, sous le coup. Ils ont déjà repéré les 9 entreprises. Elles sont des entreprises fraudeuses ou dupées? Ah non, pas du tout. Dupées. 150 kilos ont déjà été récupérés. Et je pense que dans la journée, on saura où ça en est. Aujourd'hui, Dialtela alerte, ne plus vendre du tout. On ne sait pas si c'est parti dans le commerce. Ça a pu être resté encore dans des frigos, etc. Dans la journée, je pense que nous saurons où on pourrait dire. Alors forcément, une question se pose. Vous la posez sans doute. Comment les restaurateurs choisissent-ils leur viande? Reportage à Bordeaux, signé Jérôme Rampenou et Antoine Estève. Dans ce restaurant bordelais spécialisé en viande, on fait très attention à la provenance du produit. Une grande partie est achetée directement au producteur. Chaque lot est étiqueté, tracé. Alors, c'est la carte d'identité de l'animal, où on aura donc le numéro de série dès la naissance de l'animal jusqu'à son abattage. Vous avez la date de naissance qui est ici, la date d'abattage, le numéro de référence de l'animal, le lot, la race qui est croisée, celle-ci, parce qu'il y a une partie charolaise. Ici, on affiche clairement sur la carte la provenance de la viande. Mais ce nouveau scandale risque d'inquiéter encore une fois les clients. C'est ce que l'on voit déjà depuis un petit moment. Maintenant, je pense qu'on a gagné en qualité. On mange beaucoup moins de viande, mais de meilleure qualité. D'où l'importance d'avoir une visibilité irréprochable, une transparence à mesure de la demande des clients. Ce restaurant a fait le choix de ne servir que de la viande française, des produits un peu plus chers, mais avec une qualité et une provenance certifiée. Ce coût en France est un peu supérieur à des pays limitrophes qui fournissent beaucoup la France d'ailleurs. Mais je trouve que c'est au détriment de la qualité. Je préfère avoir un petit cheptel français qui est fait par un bel éleveur, local qui plus est, que d'avoir une surproduction européenne qui va lancer des tonnes et des tonnes. C'est quelques euros de plus que les consommateurs ne sont pas encore prêts à payer, même s'ils demandent de plus en plus de transparence sur les produits. Alors, comment s'y retrouver, mais aussi sait-on d'où vient cette viande que nous consommons? Éric de Ritmaten a répondu à nos interrogations. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un étiquetage qui est obligatoire. C'est l'Union européenne qui l'oblige. En tout cas, pour la France, c'était expérimental. Ça devait s'arrêter, cet étiquetage obligatoire. Il devait s'arrêter en fin d'année dernière et il a été prolongé jusqu'au 31 mars 2020. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Elle a bien fait, la Commission européenne, parce que, vous le disiez, le scandale de la viande de cheval utilisée dans les lasagnes Spanghero avait vraiment semé la panique chez les consommateurs. Alors, la France est très en avance sur la traçabilité. Il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, par exemple, rien n'oblige les fabricants à indiquer le pays d'origine de leur viande. Alors comment s'y retrouver dans ces étiquettes? Eh bien, il ne faut faire confiance qu'à une seule étiquette, c'est produit d'origine française avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge, notamment sur les steaks de bœuf. Et selon le syndicat de l'industrie des viandes, aujourd'hui, vous avez 80% de viande de bœuf
qui est produite en France, et le reste, c'est importé. Ça vient des Pays-Bas, d'Allemagne et de la Belgique, en tout cas pour la viande bovine. Les discounters, vous savez, souvent on se méfie des marques qui vendent très peu cher la viande. Et bien là, l'exemple de Lidl, qui fait donc de la viande parfois très bon marché, eh bien elle a pris la décision de faire de l'étiquetage, d'indiquer vraiment l'origine de la viande. Alors, ce qui est moins clair, et je vais terminer par là, c'est pour tout ce qui concerne les plats cuisinés. Là, c'est un vrai problème parce que de la viande étrangère ou importée peut se retrouver et l'ingrédient n'est pas signalé. Vous savez, ce sont les fameux plats transportés. Aujourd'hui, la législation, c'est d'indiquer au moins 8% de l'origine de la viande. 8%. Et donc, souvent, les industriels s'arrangent pour être à 7%. Et comme ça, ils ne mettent pas l'origine. Donc, dans ces cas-là, si vous n'êtes pas sûr, il y a vraiment danger. Il vaut mieux s'abstenir de consommer ces plats cuisinés qui n'indiquent pas la provenance de la viande. Alors, une réaction face à... Alors, on ne parle pas de scandale sanitaire, mais de fraude. Hein, c'est ce que nous disait la directrice de la FNSEA tout à l'heure. Et c'est ce que disait Didier Guillaume. Marie-Laure Harel. Ça met en évidence un vrai problème dans la chaîne de contrôle sanitaire. Il y a une obligation européenne qui impose de l'éleveur à l'assiette, à tous les maillons de la chaîne, de faire des contrôles qui, en réalité, une traçabilité. Qui ne sont pas... Voilà. Donc, il y a un vrai souci puisque les contrôles ne sont pas tout le temps exercés. Et puis, même quand ils sont exercés, c'est pas toujours transparent ce qui en ressort. Donc, ça fait quand même plusieurs fois qu'il y a des problèmes liés à la viande qui vient des pays de l'Est. Vous vous souvenez du scandale Findus où on avait retrouvé de la viande de cheval dans des lasagnes qui devaient être au bœuf. Donc, c'est à chaque fois la viande bovine. Pour Findus, ça venait de Roumanie. Cette fois, c'est de la viande qui vient de Pologne. Ce qui est extrêmement inquiétant, je trouve, c'est que quand il y a un souci qui est détecté, ça ne vient pas du fait de contrôles administratifs qui ne sont pas assez fréquents du tout. Pour Findus, c'était un contrôle inopiné de l'entreprise, pas systématique. C'est qu'elle a pris un lot, mais en fait, on se dit qu'il y en avait peut-être plein d'autres où il y avait de la viande de cheval. Et là, en l'occurrence, c'est encore plus grave parce qu'en fait, c'est un journaliste qui a été enquêté. C'est un journaliste qui a été fouiné chez l'éleveur en Roumanie. Donc, c'est ni l'administration, ni un contrôle sanitaire, ni un contrôle de l'entreprise. C'est un journaliste qui a levé le lièvre. Donc, en fait, avec des images un peu qui donc il y a visiblement une vraie fraude puisque l'éleveur a tué des bovins malades, qu'il savait être malades. Donc en fait, on se demande, quand il n'y a pas un journaliste qui va faire l'espion, et ben en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a plein de viande avariée qui circule. Les conséquences du fait de manger de la viande avariée, je sais que notre députée en face est médecin, donc elle doit mieux le savoir que moi, mais manger de la viande avariée, c'est bien plus grave que de manger des fruits ou des légumes qui sont plus frais. Donc il y a un problème de santé publique qui est extrêmement grave, et en tout cas un fait à résoudre, qui est que les contrôles ne sont pas assez fréquents. Et puis de savoir où aller l'obligation de traçabilité européenne n'est pas respectée. Donc on reproche tout le temps. Le problème de contrôle dans les abattoirs, qui est aussi un autre sujet. Mais dans les abattoirs, pareil, les contrôles ne sont pas effectués. Voilà. Et en fait, on reproche souvent à l'Europe de faire trop de contrôles, trop de normes, etc. C'est vrai qu'il y en a plein qui sont un peu inutiles et très contraignantes pour les acteurs économiques. Là, il y a des contrôles qui sont absolument vitaux pour notre santé, et ceux qui servent vraiment à quelque chose, ben on les fait pas. Et là, les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que effectivement mon boucher a été contaminé? Est-ce que dans mon assiette, j'en ai déjà mangé? Où est partie cette viande? Parce qu'il y a 150 kilos, là, une partie pourrait être en vente déjà. Donc ce sont les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et 245 manquants. Voilà, et tout le ministère de l'Agriculture aujourd'hui est en train de se renseigner, d'enquêter pour savoir où sont passés ces différents lots. Est-ce que c'est effectivement, comme vous l'avez dit, dangereux pour la santé? À quel niveau la viande était atteinte? Et c'est cette question, donc on attend un communiqué du ministre de l'Agriculture incessamment sous peu, comme on dit. Nadia Ramassani. C'est vrai que l'intoxication par la viande, c'est vraiment très dangereux, même des fois ça porte une atteinte vitale. Mais moi je pense qu'il faut peut-être voir par rapport à la chaîne justement de contrôle où il y a eu un dysfonctionnement et revoir le problème, parce que soi-disant comme... ma collègue disait, normalement Marie-Laure disait on a des normes, on nous dit il faut avoir des normes européennes, c'est comme ça, c'est strict, et quelque chose qui est très important, qui est vital pour nous, il y a un dysfonctionnement. Donc c'est important de voir où se passe, ou à quel moment de la chaîne il y a eu un manque de contrôle. Bien évidemment. C'est important. On va maintenant parler des LBD, ces fameux lanceurs de balles des défenses. Vous le savez, l'utilisation ne sera pas suspendue demain. Le Conseil d'État a tranché. Je vous propose tout de suite d'écouter la déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO, Linda Kebab, à ce sujet. C'est pas une satisfaction, c'est un soulagement.
parce qu'il était proscrit d'envoyer demain les collègues sur une manifestation qui est clairement violente. Il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas dire que la manifestation est totalement pacifique et il ne faut pas non plus dire que tout le monde est violent. Le LBD, évidemment, est perfectible. La formation, ça fait des années qu'on demande à ce qu'elle soit améliorée. On avait invité nos concitoyens à s'intégrer dans le débat et notamment dans nos manifestations quand on demandait à ce que les policiers soient mieux formés. Mais on a des collègues qui sont blessés toutes les semaines et qui disaient on ne veut pas aller demain au corps à corps ou être obligé d'utiliser notre arme létale. Laissez-nous notre arme de force intermédiaire, donc le LBD. Et puis après, on peut débattre sur le maintien de l'ordre à améliorer, sur le LBD qu'on peut améliorer ou remplacer. Ça, c'est encore un débat technique. Mais aujourd'hui, dans l'urgence, il était proscrit et le Conseil d'État n'est pas partisan. Il s'est décidé sur des éléments objectifs. Savait qu'il ne pouvait pas envoyer les forces de l'ordre sans aucune force intermédiaire. Antoine Besson, vous êtes sur place devant le Conseil d'État. La décision est tombée dans la matinée. C'est bien cela, vous l'avez suivi aussi pour nous. Ouais, décision en fin de matinée de ne pas suspendre l'utilisation de ces LBD. Alors oui, les lanceurs de balles de défense seront bien utilisés par les forces de l'ordre demain et lors des prochaines manifestations des Gilets jaunes. Une décision prise au terme d'une audience publique de plusieurs heures qui s'est déroulée juste derrière moi. Eh bien, le juge des référés du Conseil d'État a rejeté les demandes de la CGT, notamment d'interdire ces LBD. Le Conseil d'État a constaté que ces armes ont provoqué plusieurs blessures, parfois graves, mais juge qu'il n'y avait pas intention des autorités de ne pas respecter les conditions d'usage des LBD. Le juge estime nécessaire de permettre aux forces de l'ordre d'avoir recours à ces lanceurs de balles de défense, très décriés par les manifestants ces dernières semaines. Mais selon le Conseil d'État, l'usage du LBD de 40 mm ne caractérise pas une atteinte aux libertés de manifester. Merci infiniment Antoine et merci aussi à Ulysse Caillou qui vous accompagne. Alors à la veille de cette 12e journée de mobilisation des Gilets jaunes, faut-il continuer à utiliser justement ces LBD? Le Conseil de l'État a tranché dans le cadre du maintien de l'ordre. Votre avis, Christine Kelly? C'est une question, c'est une question, c'est une question difficile. Question difficile. La décision du Conseil d'État, je trouve, est une décision plutôt sage. Pourquoi? Parce qu'on est au cœur d'une manifestation sans précédent et il vaut cette décision de ne pas les suspendre. Cette décision de ne pas suspendre. Pourquoi je dis ça? Premièrement, parce qu'il faut attendre la loi anti-casseurs. Je pense qu'il faut attendre de voir aussi des résultats sur la vidéo qu'on a mis sur les lanceurs de balles de défense, les flashballs, pour voir si effectivement il y a une diminution de la violence. On a vu qu'il y a eu la vidéo et il y a eu malheureusement Jérôme Rodriguez qui a été atteint à l'œil, une figure des Gilets jaunes, donc malheureusement ça ne plaide pas pour les flashballs. Alors il y a une enquête qui est en cours, il a été entendu hier, Jérôme Rodriguez dans les locaux de l'IGPN. On n'a pas encore le rendu de l'enquête. On n'a pas encore le rendu. On l'aura en exclusivité sur le plateau de Balance ton poste ce soir à 22h30 sur C8. Justement, Jérôme Rodriguez, c'est la première fois qu'il va s'exprimer. La question qui se pose, c'est que d'un côté, qui va s'exprimer sur un plateau, oui, bien sûr, d'un côté, on a une montée de la violence au sein des manifestations. Jamais on n'a vu ça. Les rapports, il faut se référer aux rapports d'il y a un an, par exemple du défenseur des droits qui demande l'arrêt des flashballs, du lanceur du LBD 40. Il y a un an, il faisait un rapport en disant qu'il y a une montée de la violence. On n'a jamais vu justement les black box, là, comment, ou en mai dernier, comment ils deviennent de plus en plus violents, ils cassent tout, ils s'organisent, ils sont en force. C'est vrai qu'on avait un Nicolas Pucheux qui était du syndicat de police l'UNSA qui nous disait il y en a de plus en plus ces black box semaine après semaine. Donc il faut constater et admettre que les manifestations deviennent de plus en plus violentes et que le maintien de l'ordre devient de plus en plus difficile. Ça, c'est une chose. Il faut constater aussi qu'en Allemagne, ils vont utiliser les canons à eau. Ils ne vont pas utiliser le LBD, qui est, je rappelle, une arme à feu de catégorie B et qui n'est pas effectivement une arme létale, mais qui peut entraîner, et on l'a vu, des dommages très sérieux physiques. Oui, 4 blessures à l'œil. Alors selon les chiffres de Christophe Castaner, 18 selon le décompte de l'IB. Absolument. Ouais, les chiffres, là encore, il y a un écart. Rappelons quand même, effectivement, que ce sont des blessures à vie. Au Royaume-Uni, par exemple, on va utiliser une matraque, c'est du corps à corps. Alors, ce que disent les policiers, ils disent que nous, on ne veut pas du corps à corps. Parce que avec le corps à corps, il y aura encore plus de blessés. Mais le corps à corps, pour l'instant, bon, ça marche au Royaume-Uni. Donc, ce sont des pistes de réflexion. Et en Allemagne, il y a, par exemple, le canon à eau. Ce qu'il faut rappeler, ce qu'il faut souligner, c'est que 48 heures avant, pas ce vendredi, mais le vendredi d'avant, Éric Morvan, patron de la police,
Il a envoyé encore une note d'utilisation du LBD à tous les policiers. Pourquoi? En disant, je vous rappelle qu'il ne faut pas viser la tête, il faut viser les membres inférieurs, les membres supérieurs, jamais la tête. Et qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les yeux qui sont atteints. Et ça, c'est vraiment lamentable. Pourquoi est-ce que Éric Morvan, il a dû faire encore cette note? Parce qu'il y a un problème de formation. Parce qu'il y a un problème de formation. La formation, c'est uniquement 6 heures. En même temps, il y a un manque d'effectifs dans la police aussi. Exactement, manque d'effectifs. Donc, on va prendre des personnes qui ne sont pas forcément formées. On l'a déjà vu. Et en plus, cette formation, c'est 6 heures et tous les 3 ans. Comment peut-on mettre une arme à feu entre les mains de personnes qui ne sont pas suffisamment formées? Voilà où est la question, là où le débat où est le problème. Et je pense ouais, qu'il faut continuer peut-être à utiliser le LBD, mais sous certaines conditions de formation très strictes. C'est utopique ce que souhaiterait Christine Non, Kelly. mais je pense que tout le monde est conscient qu'il faut mieux encadrer l'usage du LBD. Il faut quand même rappeler que quand les policiers font usage de ce type d'armes non létales, c'est pour se défendre, parce que les policiers sont agressés comme on n'avait jamais vu dans notre pays avant. Je rappelle, le Premier ministre l'a dit lui-même, qu'on a attrapé des manifestants avec de l'acide. Ils se sont pris des jets de trottinettes, de pavés, de boules de pétanque. Donc, contrairement à ce qu'on veut faire croire, les policiers ne tirent pas avec leur flashball à tout va. C'est avant tout pour se défendre. Il y a 1200... Alors après, on verra ce que dit l'enquête dans le cadre de Jérôme Rodriguez, parce qu'il semblerait qu'il ne les ait pas attaqués. C'est que dans les forces de police, il y a 1200 blessés, c'est 1200 cas injustes. Les policiers ne méritent pas de se faire agresser. Il y a eu 2000 blessés parmi les manifestants. Là, en l'occurrence, je pense qu'il y a beaucoup moins de cas où on pourra considérer qu'il y a eu des erreurs de la police. Donc, oui, mais il y a quand même des filles de 20 ans il y a qui une manière, sont sorties. Il y a un niveau, il y a un niveau je de dis ça, violence. c'est parce que le LBD, pardonnez-moi, mais le LBD, la particularité, c'est que la personne visée n'est pas la personne atteinte. Tous les rapports le disent. C'est ça mais aussi il où il est le faut problème. mieux former, ça c'est certain. Alors d'abord, je voudrais rappeler quelques chiffres. C'est que le LBD n'est pas utilisé à tout va par les policiers. Non, mais certains policiers qui ne sont pas formés, il y a eu 38 000, on a eu un syndicat de police qui nous l'a dit. Juste pour remettre les choses en place, il y a eu 38 000 manifestations depuis le début du mouvement des Gilets jaunes à travers la France. Il y a eu 9 228. Donc c'est un tir toutes les 4 manifestations. Sur ces 9 200 oui, mais c'est un tir qui peut éborgner. Oui, mais sur ces 9 200 tirs, il y a 111 signalements. Ça veut dire que dans 1% des cas, on a peut-être un doute sur le fait que la police a fait mauvais usage. Donc il faut arrêter de faire croire que les 1200 personnes blessées, les 2000 manifestants blessés, ont intentionnellement été blessés par la police. Très vite, parce qu'on n'a pas entendu une dernière chose, c'est qu'il n'y a pas de solution intermédiaire en fait. Les canons à eau et tout, les manifestations ne sont pas déclarées aujourd'hui. Il faut le temps d'acquérir des nouveaux moyens de défense, il faut le temps de les certifier. Il y en a de plus en plus qui sont déclarés quand même. Oui, mais les manifestations, c'est tous les samedis. Donc le temps de changer les moyens de riposte ne permet pas de réagir dans les prochaines manifestations qui se tiendront encore demain et samedi d'après et encore samedi d'après. Nadia Ramassani. Moi, je pense que, il y a deux problèmes. Il y a cette utilisation, mais il y a aussi l'origine de ces manifestations. Dans ces manifestants, il y a 2 populations. Il y a ceux qui veulent vraiment casser et ceux qui veulent vraiment se défendre parce qu'ils en ont marre, ils n'en peuvent plus. Comme on dit, on parle de pouvoir d'achat, de bien d'autres problèmes. Des gens qui gagnent juste le SMIC et qui se retrouvent à joindre les 2 bouts et qui ont toutes les charges à payer. C'est vrai qu'il a annoncé dernièrement qu'il va mettre 100 €, mais c'est toujours pas fait. Donc je veux dire que là, je pense que pour arrêter un peu cette hémorragie, il faut que très très rapidement, même si vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait attendre encore 2 mois, moi je pense qu'il faut que M. Macron prenne des décisions très rapides par rapport à la masse 12 milliards en décembre. Par rapport déjà. à la masse, oui, mais c'est pas concrètement encore visible. Vous comprenez ça? Il faut que ça soit visible. Ça peut passer en 24 heures. Est-ce que vous vous mettez à la place de ces gens qui, arrivés en plein milieu du mois, ne peuvent plus rien faire? Et il y a certains qui se suicident. Vous savez que nous, on le voit. Vous savez, moi, je pense qu'en priorité, il faut d'abord être humain et se mettre à la place de ceux, pas ceux qui font de la violence. Mais à côté de ça, en parlant de l'utilisation, je suis d'accord avec Christine qui dit que c'est vrai qu'il faut former des gens. C'est le seul moyen qu'ils ont pour se défendre, les policiers. Mais je veux dire donc, il faut soit on prend des gens qui sont formés et qui visent les endroits qui sont pas qui sont autorisés, et puis surtout pour la vie des gens, parce que comme Christine a dit, une jeune fille qui est là, elle est peut-être venue pour manifester parce que peut-être qu'elle n'a pas les moyens pour faire ses études, ou peut-être qu'elle a déjà fait des études, elle veut travailler, donc elle se mêle à ça. Donc il faut pas confondre. Donc je veux dire qu'il y a d'abord une urgence, c'est rapidement. Bon, c'est bien de faire à chaque fois des réunions, mais il faut que concrètement il y a une solution rapide. Ça, je pense que si moi je suis là aujourd'hui, c'est parce que il faut tous les gouvernements
gouvernement fait ça. Je veux dire, c'est pas, je dis pas qu'aujourd'hui c'est Monsieur Emmanuel Macron qui est responsable. Non, parce que ça date de gouvernements précédents. Moi, je veux simplement qu'aujourd'hui, M. Macron se dit, moi, je fais différemment des autres. Moi, je viens concrètement, je vais faire quelque chose de réel, de concret et de rapide. C'est ça qu'on a besoin. Je trouve super que vous soyez venu pour participer aux échanges de cet après-midi. Mais cette fois-ci, il faut que ça soit concret. On a besoin, les Français ont besoin de ça, parce que sinon, ça va s'éterniser. Il y aura encore des gens, même peut-être des morts. Merci Nadia Ramassani. Il faut vraiment être rapide, urgent. Il faut faire, M. Macron a tout dans sa main pour pouvoir le faire bien et de façon humaine et sociale. Merci Nadia Ramassani. Voilà. Le message est bien passé. On va prendre tout de suite la direction de Valence. Vous le savez, à la veille d'une 12e journée de mobilisation des Gilets jaunes, les commerçants du centre-ville craignent de nouveaux débordements. Sébastien Bandotti, vous êtes sur place. La ville attend combien à peu près, parce que le chiffre n'est pas très précis et très arrêté, de manifestants. Et comment la ville se prépare ? Alors les autorités annoncent entre 6 000 et 10 000 manifestants, car ce rassemblement à Valence est un rassemblement régional. On attend des gilets jaunes de Lyon, de Grenoble, parfois même jusque d'Avignon. Et parmi ces 6 à 10 000 gilets jaunes, les autorités craignent la présence de plusieurs dizaines de casseurs. C'est pour cela qu'un important dispositif de sécurité est mis en place. Les autorités conseillent même tout simplement d'éviter de se rendre à Valence demain. Un périmètre de sécurité sera mis en place dans le centre-ville. Il faudra présenter carte d'identité, justificatif de domicile. Les transports en commun ne circuleront pas. Les marchés hebdomadaires ont tout simplement été annulés. Les parkings souterrains seront fermés. Le stationnement est interdit dans plusieurs rues et donc les commerçants sont invités à ne pas ouvrir leurs boutiques. Certains ont pris des précautions, vous l'apercevez derrière moi. L'établissement bancaire est en train d'installer des panneaux sur toutes ses vitrines. Voilà donc pour ce qui est des mesures de sécurité. Alors il faut le préciser, jusqu'à présent, aucun dommage n'a été constaté lors des manifestations de Gilets jaunes à Valence. Les autorités parlent simplement de mesures de précaution. Merci à vous, Sébastien Bandotti. Merci aussi à Olivier Madinier qui vous accompagne. Vous le savez, nous sommes le vendredi 1er février. Dès ce vendredi, le prix de certains produits alimentaires augmente. C'est le cas de la loi alimentation, plus 20 centimes par exemple pour la marque de céréales Chocapic, plus 1,86 € pour le pastis, même si on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux bien évidemment pour la santé. 34 centimes pour un pot de Nutella, une mesure de cette loi alimentation donc, qui entre en vigueur aujourd'hui. Une hausse obligatoire des marges pour mieux rémunérer les agriculteurs. Alors vous en pensez quoi en plateau? Est-ce que ça va avoir un effet psychologique justement sur des gilets jaunes déjà est-ce qu'ils vont pouvoir faire la part des choses? Maintenant, c'est tout à fait contre-productif. C'est pas le moment, malheureusement. Évidemment, la vie continue. Tombe mal, ouais. Les péages augmentent, l'alimentation augmente, alors qu'on voit que justement, les gilets jaunes réclament une TVA à taux zéro sur les produits de base pour justement se nourrir. Comme disait justement Madame la députée, ils ont besoin de se nourrir. Et quand on voit que l'alimentation augmente, malheureusement, le message est contre-productif. Ça peut attiser la colère. On espère que la colère sera canalisée au sein du grand débat, plus que sur les barricades. Marie-Laure Alarel, les distributeurs ont déjà dit qu'ils allaient abaisser leur marque de type distributeur, genre Carrefour, Auchan, Casino. C'est sûr que c'est une hausse qui ne tombe pas au meilleur moment, mais d'abord, elle n'a pas touché les produits de première nécessité. Et il ne faut pas oublier que derrière tout ça, l'idée, c'est de mieux rémunérer les agriculteurs. Les agriculteurs, ils font partie des Gilets jaunes. On sait bien que beaucoup d'entre eux sont dans des situations catastrophiques. Il y a énormément de suicides, d'ailleurs, chez les agriculteurs qui gagnent peu, qui n'ont pas le chômage, qui travaillent en plus dans des conditions physiques extrêmement difficiles, en hiver, etc. Donc, les agriculteurs font partie des personnes qu'on doit aider de toute urgence. Alors, juste une petite remarque, parce que les agriculteurs, j'aurais vraiment aimé, effectivement, que ça puisse bénéficier aux agriculteurs. Souvenons-nous qu'il y a eu la baisse de TVA de la restauration à 5,5%, qui n'a pas bénéficié aux consommateurs. Donc, il faudrait suivre, effectivement, et on espère qu'effectivement, l'agriculteur, au bout du bout, sera gagnant. Le but, si c'est pour ça, le but, c'est de responsabiliser la grande distribution. Et là, l'inconnu pèse dessus. C'est est-ce que la grande distribution va jouer le jeu? J'ai entendu comme en Outre-mer, Monsieur Leclerc qui disait que le panier moyen n'allait pas augmenter. Maintenant, la question, c'est est-ce que eux, derrière, ils vont réellement mieux payer les agriculteurs? C'est toute la question. Très vite, Nadia Ramassani. Cette loi, elle est bien sûr en vigueur aussi dans les départements d'outre-mer. Moi, je pense que l'État devrait faire plus une convention entre la grande distribution
et eux, parce que en fait c'est la grande distribution, donc les grosses boîtes qui en fait bénéficient de cet argent. Donc moi je pense que c'est vraiment une loi qu'on devrait faire, où là c'est carrément l'État qui serait à l'origine pour pouvoir baisser les prix par rapport à la grande distribution. Donc je veux dire, c'est plus dans ce sens qu'il faut le faire. Merci à vous trois d'avoir été les invités de ce carrefour de l'info. On va maintenant passer aux obsèques. Féminin, totalement féminin. C'est pas courant. C'est vrai. On lui doit la musique de Podane, celle des Demoiselles de Rochefort ou encore des Parapluies de Cherbourg. L'affaire Thomas Crown, bien évidemment. Michel Legrand nous a quittés samedi, vous le savez, à l'âge de 86 ans. Ses obsèques se sont déroulées en la cathédrale orthodoxe de Paris, la même où il s'était marié avec Macha Merrill il y a 5 ans. Brigitte Macron, Franck Riester, Claude Lelouch, beaucoup de personnalités lui ont rendu hommage. Voilà, dans un instant, vous retrouverez Thierry Fréret et Sophia Rousseau pour la suite de ce carrefour de l'info. Et ils reviendront bien évidemment sur ce scandale de la viande avariée. Un scandale qui nous a été annoncé justement, 795 kilos, ça concerne, par le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin.